Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons recevoir Victoria Kérul et Émile Lapully. Émile Lapully, elle est maquilleuse, c'est elle qui a gagné la bataille des saveurs. Et Victoria Kérul, c'est elle qui a réalisé la série de films, la série autour de cette bataille des saveurs. On va en parler. On va recevoir ensuite Christophe Bapom, agrotransformateur dans la chronique Fouillapin, l'instant Fouillapin qu'on retrouve tous les mercredis, tous les 15 jours. Stéphane Choureau, chargé de développement et de communication de l'ASFO, sera aussi avec nous. On va recevoir Frédéric Landau, présidente de l'association Focus. Et on va terminer avec José Turlepin, notre chroniqueuse du mercredi, mais cette fois-ci, elle vient parler de l'Académie du Caca de manifestation. Et Mounette Alidor, la présidente de l'association Africa Femmes Performantes, qui fait une manifestation cette semaine. Voilà un petit peu le sommaire en ce qui concerne l'actualité. Tout à l'heure, on parlera des journées engagées pour promouvoir l'égalité de genre dans l'emploi, puisque quelquefois on a l'impression que les hommes sont favorisés par rapport aux femmes et ça cause quelques problèmes. Ça aussi, on va aborder cette question avec Solène Faible. Pose de la première pierre du Gazon Sporting Club, Maxime Morel était sur place, vous le voyez, avec une série de personnalités de la région pointoise. Ensuite, il y aura un point de presse sur la situation de la campagne sucrière avec Charlie Dagonia. Est-ce qu'enfin la récolte va pouvoir démarrer? S'il n'y a pas des 120 €, ça sont gros questions. Ensuite, on ira à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, pourquoi il y a des associations qui sont en lutte contre les addictions dans cette commune? Et on en avait déjà parlé. On va y revenir dans un instant. Éric Califère, il est à Paris et il va faire réagir par rapport à un projet de loi sur le chlordécone. On va voir sur l'adoption à l'Assemblée de sa proposition à reconnaître la responsabilité de l'État français à indemniser les victimes. Vous savez qu'il y a une petite polémique là-dessus avec le maire de Pointe-à-Pitre. On y reviendra la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est Éric Califère qui parlera. Et aujourd'hui, on fera un focus tout à l'heure sur Sylviane Telchid. Si vous ne savez pas qui est Sylviane Telchid, c'est qu'elle ne pas Jean-Paul Créole. Bien, voilà, merci d'être avec nous. Et nos invités vont défiler les uns après les autres. Victoria dans un instant avec Émilie Lapully. Mais pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est d'abord se focus sur Sylviane Telchid aujourd'hui. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout de suite, parce que Sylviane Telchid, c'est une autrice, une écrivaine guadeloupéenne qui a s'est beaucoup engagée pour défendre langue en eau, créole, et elle était née en septembre 1941. Et on peut dire que c'est une dame qui est vraiment, elle a tout fait, comme on a dit, elle a porté bon manœuvre pour Théba, langue en eau, bel ballon, et elle a écrit des choses. Elle a écrit un roman, Trovia de la Dominique, qui marquait aussi Mi belle parole mille. Il fait avec Hector Poulet, il fait des contes, il fait Tichika. Et Sylviane Telchid aussi, faut dire, peut-être que le monde ne savent ça, mais c'est elle qui a participé au dictionnaire créole rédigé avec Hector Poulet. Premier dictionnaire créole guadeloupéen qui fait, c'est Hector Poulet qui a marqué ça. Sylviane aussi, ils font paquet de traductions, ils ont basculé en langue en nous. Il fait ça pour la Bible, il fait ça pour des pièces théâtre aussi. Et c'est un monde qui portait vraiment l'anglais au plus haut niveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en commune Capester, nouveau collège, il fait là, il y a non Sylviane. Et pourquoi on parle des jeux de là? Mais c'est parce que c'est le 5 mars, c'est-à-dire 2023, l'année passée, à peu près période là, ça, il était déjà 90 l'année, qu'il pète vieille, qu'il parti monter en fil à haut. Et c'est encore quoi que son monde, il faut nous songer, parce qu'il portait l'anglais à plus haut niveau qu'il fait, lié avec Hector Poulet, avant ça, Tijani, Papa Yaya, nous a parlé de you, mais Sylviane, dans les femmes, c'est une des femmes qui travaillent au maximum KITP à s'y développer langue guadeloupéen. Donc,
on force bail et glorier, ça t'est mérité. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est les journées engagées pour promouvoir l'égalité des gens, parce que je le disais tout à l'heure, dans certaines situations, on a souvent le sentiment que les femmes sont minorées par rapport aux hommes à niveau égal, diplôme égal, et parfois c'est l'homme-là qui a gagné plus l'argent que c'est madame-là, et ça, il faut arrêter avec ça. Reportage Solène Ferve. Nous sommes ici aujourd'hui pour animer une session Lab qui se déroule dans le cadre des journées engagées, donc dans la semaine des droits de la femme, donc du 4 mars au 8 mars, organisée par France Travail, Guadeloupe et Île-du-Nord. Alors la commande aujourd'hui qui a été faite au Lab, c'est de travailler donc avec plusieurs actrices plutôt, ce sont des femmes du territoire, pour faire avancer plusieurs thématiques de travail qui concernent l'accompagnement des femmes et quelles sont les pistes donc, de travail pour pouvoir accompagner d'une manière efficiente les femmes aujourd'hui en Guadeloupe. L'idée, c'est de pouvoir utiliser tout ce que nous vivons et tout ce que nous sommes pour pouvoir travailler et voir quels sont les points qui ont qui n'ont pas été efficients et efficaces pour permettre une fluidité, pour retrouver une vie professionnelle épanouie. C'est vraiment cet objectif-là. Donc beaucoup de personnes qui sont ici ont des expériences personnelles au dehors de leur casquette professionnelle, des expériences professionnelles pour pouvoir dire il s'est passé ça, voici ce qu'on aimerait qu'ils soient améliorés. Qu'est-ce qu'on va être demain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain? Comment impulser le changement? Pour pouvoir impulser ce changement, il faut justement être toutes ensemble, et je dirais tous, en tout cas ceux qui nous acceptent avec eux, et être tous ensemble pour faire émerger des solutions. Cette semaine, j'ai vu pléthore d'activités, de manifestations dans toutes sortes de domaines autour de la femme, avec des personnalités, pas que du monde public, des personnes lambda, et j'aime cette énergie-là, mais je l'observe là. Jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était une date. Et on se dit, on fête. C'était l'impression que j'avais. La femme, c'est la magie. Une magie, qui va vraiment planter plusieurs petites graines et qui va faire en sorte d'élever. Oui, d'élever le monde, exactement. D'élever le monde. Voilà. C'est un vœu qu'on espère que ce ne sera pas un vœu pieux et que les femmes, effectivement, portent en contribution. D'ailleurs, il y a une petite phrase, je crois que c'est de Mao Tse-tung qui disait « Les femmes sont la moitié du ciel ». Effectivement, il y a quoi porter bon manœuvre, et en Guadeloupe, les femmes ont déjà joué un rôle important dans notre société au niveau politique, puisque depuis l'époque de solitude, nous parlons de ça tout le temps, mais Patignan-qui solitude, Téni Rosemary Toto, et puis il y a Géotie Archimède qui a été première avocate guadeloupéenne. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que ce soir, il y a la pièce sur Géotie Archimède qui sera jouée au Lamentin, Cisola. Pas rater ça, puisque c'est qu'en occasion des vraies pièces, ça sont belles pièces théâtre. Alors, on continue à dérouler l'actualité. La première pierre du Gazon Sporting Club. Maxime Morel était sur place. Alors aussi une volonté de porter un petit peu dans cette région-là, périmètre point 3, quelque chose de nouveau. Et on verra dans quelque temps ce que ça va donner, ce Gazon Sporting Club. Et puisque la première pierre a été posée, on regarde un peu ce reportage de Maxime Morel. C'est une grande fierté de voir autant de monde déjà s'intéresser à notre projet. Tous nos partenaires sont présents, toutes les institutions étaient présentes, les membres. Donc c'est une grande fierté aussi de pouvoir faire aboutir déjà cette première étape et ensuite certainement la réalisation d'ici 2 ans. C'est une très bonne chose, la première pierre aujourd'hui, parce que ça fait un moment que j'attendais, 2024, et ça commence et c'est vraiment un très grand plaisir de voir ça. Énormément d'émotions. J'avais déjà pleuré quand on a changé d'éclairage. On est passé d'un éclairage ancien à un éclairage écologique et innovant. Et j'avais ma petite larme à l'œil. Et aujourd'hui, c'est pareil, ça me fait beaucoup d'émotions. Ça fait 14 ans que je suis arrivée ici en Guadeloupe. Je me suis vraiment pris d'affection pour ce club. Et puis, je suis passionnée. Je pense que de toute manière, il faut être passionné pour faire ça. Je passe ma vie au club. Voilà. Et puis, vraiment, un grand merci en tout cas au président, M. Bernard Deveau, au comité directeur qui m'entoure. Et surtout, parce que sinon,
sinon j'y arriverai pas. C'est grâce à cette équipe de jeunes que j'ai derrière moi et j'espère laisser un héritage avec eux. On voit bien qu'aujourd'hui, le tennis seul ne nourrit pas son homme. On voit bien que les clubs sont quasiment tous en perte de vitesse et la société a évolué. On voit bien que les enfants aussi ne souhaitent pas seulement toucher au tennis, mais souhaitent un peu toucher un peu toutes les activités. Il faut les intéresser, il faut les retenir. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti d'être un club omnisport. Je trouve que c'est une très bonne décision puisque c'est un club quand même qui est aujourd'hui un club privé, l'un des rares clubs privés aujourd'hui. Et on montre notre volonté de partenariat avec la mairie, avec les institutions locales. Et puis je trouve qu'il se modernise et il sera l'un des plus beaux clubs de Guadeloupe. On aurait pu rester tennis club, mais le tennis aujourd'hui pour moi, il a vocation d'aller vers le futur, de s'ouvrir. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir accueillir tous les publics et pouvoir faire du judo, de l'escrime, du surf, du paddle, du tennis. Et ce club omnisport, on est soutenu par la Fédération française de tennis toujours, mais on est aussi soutenu par la Fédération française des clubs omnisport à Paris, qui nous fait confiance. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'on aille sur le sport en entreprise, il faut qu'on aille sur tous les dispositifs. Et cette structure qui se veut innovante, elle va être ouverte aussi 7 jours sur 7, de 6h30 à 22h. Ça va créer de l'emploi, c'est important. Et on se situe surtout à 100 mètres des écoles. Et c'est important. Pardon, excusez-moi. Bravo. Voilà, c'est fait. Il va falloir attendre la suite. Et puis, ce club de tennis qui va être ouvert, on espère première pierre, disons, donc on en est. Pouvoir. Alors, on va revenir un petit peu sur la situation de la campagne sucrière, puisque, vous le savez, entre les agriculteurs et les syndicats et aussi l'usinier, les choses ne sont pas au beau fixe. Depuis déjà quelques semaines, on voit des manifestations, des cris de douleur aussi, puisque les planteurs espèrent avoir un prix de tonne de la canne de 120 € qui pour eux serait le meilleur prix, parce que ce que l'on propose est insuffisant. Et sur cet accord, il traîne toujours. On a vu des tentatives d'intervention de la région, du préfet, etc. etc. Il y a eu un point de presse ce matin. Charlie Dagounia était sur place, on regarde un peu. Et lorsqu'on propose 120 €, ça permet à tous les planteurs, quelle que soit la richesse et quel que soit le rendement, de pouvoir s'en sortir. Combien de planteurs qui dépassent 10 de richesse en Guadeloupe? Ça aussi, il faut que garder le donne. Combien de planteurs qui dépassent 11 de richesse en Guadeloupe? Ça aussi, il faut garder le donne. Par contre, combien de planteurs qui sont à moins de 7 de richesse, sur les 1500 ou 2000 planteurs, il y a plus de 3/4 des planteurs ne sont à moins que ça. Notre zone à basse terre, elle est suffisamment impactée par ce problème de richesse. Et je dis simplement aux décideurs que sans la basse terre, cette usine-là ne fonctionnera pas parce qu'il faut du tonnage. Nous sommes en capacité, comme la Grande Terre aussi, de produire en tonnage parce que de plus en plus, je prends le sud de Grande Terre, qui l'année dernière a produit beaucoup plus de canne que nous. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire un bon travail. Malheureusement pour nous qui avons de très mauvaises richesses, nos planteurs ne peuvent même pas payer leur dette au niveau de la SICA et ne peuvent pas non plus s'occuper convenablement de leurs exploitations. Donc c'est important, ces 120 € là pendant 3 ans, de manière à remettre à plat, remettre de nouvelles formes économiques au niveau de la filière en place, au niveau de la diversification de la filière canne, même des sous-produits de la filière canne, et permettre aux planteurs d'être moins dépendants de l'usine. Et c'est ce qui dérange. C'est le système qu'on veut mettre en place qui va déranger Gardel. Gardel s'était engagé à broyer 615 000 tonnes de canne par an. Elle n'est pas fichue de broyer 500 000 tonnes de canne. L'année dernière, nous avons eu pour 450 000 tonnes de canne. 200 hectares de canne sont restés debout sur la basse terre. Ce n'est pas la récolte qui va disparaître. C'est pas le fait d'avoir gain de cause. Il faut comprendre, on ne peut plus continuer dans l'état actuel. On ne peut plus mettre des dettes sur des dettes. Ça, c'est pas possible. Donc, vaut mieux ne pas faire de récolte et ne pas avoir à payer de nouvelles dettes que de faire une récolte et de se trouver encore plus endetté. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et nous, dernière chose, nous ne sommes pas dans une optique
de casser, de briser. Nous sommes dans une optique de construction. Voilà, il est 12h46, je vous l'ai dit, on va parler de la bataille des saveurs. La bataille des saveurs, c'est une série qu'on a vue sur les réseaux, particulièrement sur YouTube. Et il s'agissait de mettre en compétition des personnes, des influenceuses, des gens qui n'ont pas l'habitude de la cuisine, sur la direction d'un cuisinier très connu. Et donc, la finale a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Et aujourd'hui, on va recevoir deux personnes. Victoria Kérul, qui est la réalisatrice de la web-série, et Émilie Lapudi, bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Merci d'être avec nous. Alors, a priori, vous n'êtes pas cuisinière? Je ne suis pas cuisinière, mais j'aime la cuisine. J'aime la cuisine. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous aviez préparé ce jour-là et qui vous a permis de gagner? Alors, le plat qui m'a permis de gagner, c'était le poulet au... C'était un porc exotique que j'ai fait. Du porc exotique. Oui, alors du porc, pardon. Et le nom de l'assiette, c'était porc exotique. Alors, comment vous avez composé ça? C'est le cuisinier qui vous a donné l'idée ou bien vous êtes venu avec votre idée? Alors, il y avait des professionnels sur place. Donc, ils nous donnaient une ligne directrice avec les ingrédients, l'ordre de cuisson. Ils passaient, ils nous conseillaient. Ils étaient vraiment à nos côtés et après, on a mis à notre sauce. Oui. Mais alors, c'est vous-même qui avez créé la recette ou bien c'est une recette qui existait déjà? Non, c'est une recette qui existait déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une petite feuille. Oui. C'est une recette qui existait déjà. Et on a donné à notre plat un nom. Oui. Ah, c'est vous qui avez donné le nom? Oui. Ah, d'accord. Alors, et donc, j'imagine, vous étiez combien au total? On était, on dira, alors il y avait 3 binômes, 4 binômes. Il y avait 4 binômes. 4 binômes? 4 binômes. Alors, c'était qui était avec vous dans votre binôme? J'étais avec Laurie Maillard. Laurie Maillard. Oui. Et donc, et vous avez pris combien de temps pour préparer ce plat? Alors, on dira qu'on a pris à peu près 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Oui. Et c'est sur quoi on était jugé pour pouvoir remporter la bataille des saveurs? Sur le temps, ou bien sur la préparation, ou bien sur le goût? On était jugé sur tout. Donc, on était jugé sur le temps, le goût, la propreté, oui. Et quoi d'autre? Et la présentation. La présentation également. Oui. Et donc, oui, je vois le cuisinier qui vous a aidé, qui est un spécialiste aussi. Et donc, par rapport à ce que vous avez fait, parce que vous êtes maquilleuse au départ. Oui, je suis maquilleuse. Vous avez maquillé le porc? On va dire que côté esthétique, oui. j'ai mis en valeur mon plat. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez mis comme ça pour le Alors, c'est vrai qu'on avait des petites fleurs. On pouvait décorer un peu notre plat. Oui. On pouvait aussi décorer avec la sauce. Oui. Donc, du coup, j'ai donné un peu de couleur. Oui. Et ça veut dire que c'est un plat que vous allez faire désormais chez vous? Oui, c'est un plat que je vais faire chez moi. Ah, vous allez faire chez vous. Oui. Parce qu'après, on a pu goûter à la fin le plat de chaque personne. Oui. Et c'était vraiment bon. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette bataille des saveurs? Alors, ce qui m'a donné envie de participer à Bataille des saveurs, c'est le fait que j'ai une communauté sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est vrai que je partage... Vous êtes influenceuse aussi? Oui, on va dire ça comme ça. Je suis influenceuse, oui. D'accord. Et c'est vrai que les personnes ont l'habitude de me voir sur le terrain, maquillée. Oui. Mais ils ne m'ont jamais vu cuisiner. Oui. Ils ne m'ont jamais vu en binôme. En tout cas, ils ne m'ont jamais vu dans un autre élément que le maquillage. Oui. Et vous avez eu envie de faire ça. Mais alors, ça veut dire qu'un jour, vous avez changé de métier? Pourquoi pas? Devenir cuisinière? C'est ça, pourquoi pas? C'est vrai que ça me passionne, la cuisine me passionne. Ah, ça vous passionne? Oui. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, j'en ai tellement. Allez, dites quand même, oui. Allez, on va dire le basique. Colombo de Cavrier, riz blanc. Ah, colombo de Cavrier, riz blanc? Oui. Là, c'est un de mes plats préférés. Et le deuxième, c'est quoi? Mon deuxième plat, c'est le bébélé. Le bébélé? Vous savez faire le bébélé? Je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, je regarde ma maman faire, je regarde ma mamie faire. Parce que le bébélé, c'est un plat quand même traditionnel des Marga nantais. Oui. Oui. J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? Et vous arrivez à en faire? J'ai jamais réellement fait. Oui. Mais c'est un plat que j'aime beaucoup. Et donc, quand vous avez décidé de choisir le plat qui vous a permis de gagner
je peux faire du colombo, comme elle n'a pas pris du colombo de Cap-Vert. Non, c'est-à-dire qu'il y avait une liste avec il y avait une liste. un ordre. Voilà. Oui. Donc, on ne pouvait pas partir sur du colombo ou quelque chose comme ça. Oui. On avait tous les mêmes ingrédients, les mêmes produits. Oui. Voilà. Et donc, bon, on avait un petit panier. Oui. Il y avait dedans des épices. Des épices, il y avait des cives. Oui. Je crois que notre amie Victoria est arrivée. C'est ça. Et elle va entrer. Mais alors, deux petits mots quand même sur votre métier premier, le maquillage. Alors, Victoria est arrivée, elle va prendre place et elle va nous raconter un petit peu le côté, puisque c'est son deuxième passage dans le ZCL. Elle était déjà venue présenter la bataille des saveurs. Et Madame Lépuline nous expliquait comment ça a été, comment ça s'est déroulé. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la cuisine, mais on revient là sur la cuisine cinématographique, sur la série. Comment ça a été mis en place? Alors, à la base, même, c'était une idée de M. Tony Mohamed Ali, oui. président de l'Iguafleur qui vous a contacté? Voilà, qui avait envie de faire un concours de cuisine. Et après, ça a été tout un travail d'équipe avec plusieurs acteurs, Iguafleur, Iguavi, Mossotella, où nous avons décidé de créer une web-série. Et Bataille des saveurs était née. Comme ça. Le casting Qui a choisi le nom Bataille des saveurs? Alors, Bataille des saveurs, c'est vraiment une de mes propositions. Et c'est un comité, il y a eu un brainstorming, un comité qui a validé ce nom. Alors, il y a une question que je me posais. Est-ce que la web-série, c'est-à-dire le fait de montrer les différents intervenants dans Émilie, ça a influencé sur le choix final, sur la gagnante? Alors, comme on le voit à la fin, le jury goûte. Oui. Et on sent vraiment que ce sont des opinions organiques. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'influence. Alors, peut-être inconsciemment. Ça reste de l'humain. Oui. Mais en tout cas, le jury a tenté d'être le plus impartial possible, en tout cas. Et en tant que réalisatrice, on avait le droit de goûter les plats qui étaient présentés. En tant que réalisatrice, on est si concentré que c'est rare qu'on pense à goûter les plats. Oui. Et donc, alors c'était une première série de séries. Mais est-ce que ça veut dire que cette bataille de saveurs, ça reprendra, ça se pérennise, ou bien c'était juste un petit coup comme ça? Alors, c'est en discussion. Je pense que vraiment, ce sont les acteurs à l'initiative du projet, Iguafleur, Mossotella, Iguavi, qui pourront décider de la suite des aventures de Bataille des saveurs. Parce qu'il y a pas mal de vues, j'y regarde un petit peu. Oui. Il y a plus de 100 000 vues cumulées sur tous les épisodes, avec vraiment des retours de personnes qui ont adoré le concept. Et en plus, vous avez des influenceuses qui ont relayé ça sur leurs médias. Surtout qu'alors, moi, je posais la question tout à l'heure à Émilie. Quand vous avez filmé Émilie, vous avez senti qu'elle était gagnante? C'était très difficile de trouver le gagnant, sincèrement. Jusqu'à la dernière minute, un peu comme les spectateurs, je ne savais pas qui allait être le gagnant. Donc, on ne se laisse pas influencer par les influenceuses? En tant que réalisatrice, non. Pas trop. Non, mais Émilie, il n'y a pas eu d'influence sur la réalisatrice? Non. Je pense que tout le monde a été jugé à la même enseigne. Voilà. Après, sincèrement, quand je réalise, je fais en sorte d'aimer profondément les personnes que je vais filmer. C'est-à-dire que juste l'instant de la captation, je vais vraiment essayer de voir leurs failles, leurs points forts, et vraiment rentrer dans leur personnage, même si ça reste des êtres humains, mais rentrer pour moi, pour mon écriture, dans leur personnage, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand je filmais Émilie, je mettais beaucoup d'amour. La question, comment ça s'est passé avec Émilie? Émilie, c'était vraiment une candidate. Elle paraît dans quel épisode elle paraît? C'est l'épisode 3, c'est ça? Elle apparaît dans l'épisode 2, puis dans les épisodes 3, 4 et 5. Moi, elle est partout. Elle est pratiquement partout. Ah, d'accord. Mais je comprends compétition. D'accord. Et donc, parce qu'elle me disait qu'il a fallu 45 minutes pour pouvoir au moins créer son plat, c'est ça? À peu près, oui. À peu près? Tout le monde. Et combien de minutes de tournage pour Émilie, par exemple? Alors, dans des conditions de tournage, parfois pour un plat, il peut y avoir une seule et même... Pour plusieurs plats, il peut y avoir une seule et même journée de tournage. Oui. Donc, ça restait des conditions réelles, donc 1 heure de tournage, mais on tournait parfois plusieurs émissions à la suite. Alors, moi, je pose la question, c'est peut-être la dernière question. Si Émilie n'avait pas gagné, quelle autre personne qui aurait pu gagner, à votre avis?
très logiquement le second finaliste, Le Stan, second finaliste. Mr. Stan. C'était vraiment serré, c'était assez Oui, serré. très serré, parce que Stan, c'est vraiment démarqué au cours de la compétition. Il était aussi un candidat très sérieux à suivre. Et la réalisatrice était dans le jury? Non, je n'étais pas dans le jury. Ah, elle n'était pas dans le jury. Je n'avais pas mon mot à dire sur les notes. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon. Rien à dire. Bon, tu sais, bouche cousue. En tout cas, félicitations quand même. Merci. Pour ça. Parce qu'elle m'a dit, elle me disait tout à l'heure qu'elle a réussi à maquiller le repas, le plat. Oui. Pour la présentation. Le côté esthétique, Voilà. et c'est important qu'on est maquilleuse, effectivement. Elle jouait beaucoup avec les couleurs. Ouais. Elle mettait justement ses points forts dans son assiette avec une belle association des couleurs, une belle esthétique des assiettes. D'accord. Mm. Bon, ben, félicitations, je dis pour vous deux. Merci. Et j'espère. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? La série va être rediffusée ou bien elle est définitivement sur YouTube? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans tous les cas, elle reste sur YouTube et les épisodes peuvent être vus sur YouTube. Nous pouvons suivre les influenceurs ainsi que Bataille des Saveurs sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et pour la suite, c'est naturellement... Émilie, c'est quoi l'Instagram? Mon Instagram, c'est Émilie Lapully. Ah bon, c'est le même nom? Oui, ça le même change nom. pas? Non, ça ne change pas. D'accord. Bon, ben, merci d'être venu en tout cas. Merci à vous. J'avais dit à Victoria que quand il était venu présenter les batailles des saveurs, je lui ai dit qu'il fallait venir avec la gagnante. Ouais. C'était pas évident parce que Oui, vous êtes très demandé visiblement. C'est vrai que nos emplois du temps n'étaient pas toujours disponibles. Voilà, ouais. Ouais. Mais je suis là aujourd'hui. Merci. Non, mais c'est ça. Justement, on a attendu le moment idéal que vous soyez toutes les deux là. Et je dis à Victoria, il y a déjà des projets dans l'air? Ah oui, il y en a beaucoup dans l'air. Beaucoup dans l'air. Donc, on aura l'occasion de se revoir, je suis sûr. Oui, n'est-ce on pas? se sent. Voilà, il est 12h58, c'est la fin de cette première partie du ZCL. On remercie ces deux jeunes femmes et puis on passe tout à l'heure à la suite Christophe Bapom et Stéphane Choureau et Frédéric Landreau qui seront avec nous tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 13h06 minutes, 6 minutes. On va recevoir successivement le représentant de l'ASFO, M. Stéphane Choureau. Bonjour. Bonjour Danick, ça va? Ça va, ça peut aller. On va recevoir aussi Cindy Bapom et Christophe Bapom. Bonjour. Bonjour. Pour l'instant, Friapin. Et on va enfin recevoir Frédéric Landreau, la présidente de l'association Focus Plus. Bonjour. Monsieur. Merci d'être là. Alors, on commence par l'ASFO. Puisque nous sommes dans une période particulière, il va y avoir une journée porte ouverte. C'est ça. Alors pourquoi une journée porte ouverte? Alors l'ASFO a décidé de mettre en place une journée porte ouverte le 16 mars, justement pour permettre aux jeunes qui sont en plein Parcoursup de mieux connaître nos formations et de découvrir un peu ce qu'on propose en termes de formation. Donc c'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour les parents, c'est aussi pour les enseignants, c'est aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir un peu ce que fait l'ASFO. Donc, alors voilà. quelles sont les filières particulièrement? Alors à l'ASFO, il y a plusieurs filières. Donc on va du BTS au Bac+5 en passant par la licence. Et donc on va pouvoir découvrir des formations, que ce soit dans la vente, la comptabilité, les ressources humaines, le commerce. Donc de la comptabilité, du numérique, du commerce, des ressources humaines, du management, etc. Donc on va vraiment développer sur ce type de formation. Après, une des spécificités quand même qu'on a, c'est qu'un étudiant qui commence par exemple sur un BTS peut ensuite dans la même voie continuer sur une licence et ensuite sur plus. Par exemple, sur les ressources humaines, on a le BTS support à l'action managériale. L'étudiant peut ensuite continuer sur une licence en gestion des ressources humaines et ensuite sur une des nouvelles formations qu'on lance, donc l'MBA ressources humaines. Ah, d'accord, MBA ressources. Voilà. Alors, il faut quand même dire, Stéphane, que les étudiants de l'ASFO ont quelque chose de particulier par rapport à d'autres organismes, c'est qu'il y a des petits voyages qui sont organisés. Oui, absolument. Donc, on a une classe qui a eu l'opportunité de revenir d'Atlanta. Donc, on a des voyages pédagogiques, plutôt des voyages d'études qu'on met en place pour nos étudiants, donc qui sont toujours en rapport avec la filière dans laquelle ils sont. Par exemple, on a des étudiants en BTSA, mais en BTS MCO qui sont partis sur Atlanta. Ils ont pu visiter Coca-Cola, visiter le centre Martin Luther King, visiter
visiter le cabinet du maire d'Atlanta. Donc il y a vraiment cette démarche d'approfondissement, d'autant plus que sur des voyages d'études comme ceux-là, les étudiants ne payent rien du tout. Les entreprises dans lesquelles ils sont en alternance ne payent rien du tout non plus. C'est l'ASFO et les OPCO qui financent. Oui. Et vous êtes allé à Trinidad aussi? On est allé à Trinidad, on est allé en Côte d'Ivoire, on est allé... là, il y a 2 voyages qui sont programmés, notamment pour les licences MOO, pardon. Sur Miami, il y a aussi une classe en ressources humaines, donc la licence GRH qui part sur le Canada. Donc on a des voyages qui sont programmés pour nos filières. Donc en gros, on peut dire, si on veut à la fois étudier et voyager de façon intelligente, il faut venir à l'ASFO. Absolument. Et puis, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir apporter une plus-value à nos étudiants pour qu'une fois qu'ils reviennent sur le territoire, qu'ils puissent développer vraiment ces compétences sur le territoire. Ça va intéresser les parents. Alors, comment va se dérouler cette journée porte ouverte? Alors, durant cette journée porte ouverte, on va accueillir tout le monde. Donc, l'ouverture des portes se fera à 9h. Donc, la journée porte ouverte sera de 9h à 14h. Il faut préciser parce que peut-être que les gens qui sont à Bastia ou Sapor se trouvent l'ASFO. Il faut bien préciser que ça se trouve... Alors, ce qui est bien, c'est qu'en 40 ans d'existence, on est sur Waze, on est sur Google Maps, on est sur... voilà, dès qu'on arrive au rond-point de Bergevin, près de Peugeot, on voit le bâtiment ASFO tout de suite. C'est très, très bien indiqué. Vous verrez, il y a une belle banderole devant. C'est très facile de trouver l'ASFO. Donc, on est situé à Bergevin, à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, c'est auprès du rond-point de Peugeot. Donc, c'est auprès de la Poste aussi, plus facilement. La Poste aussi. Voilà. Alors, juste un petit mot quand même encore sur les nouvelles formations. Alors, les nouvelles formations, donc cette année, on aura 4 nouvelles formations. Donc, le BTS CCST, conseil et commercialisation de solutions techniques. C'est l'ancien BTS technico-commercial, donc qui a juste changé de nom. Donc, on aura la licence MMO, donc MMO, métier du marketing opérationnel, donc qui sera orienté sur tout ce qui est vente et tout ce qui est marketing. On aura notamment un MBA en ressources humaines qui sera la continuité de notre licence en ressources humaines, donc qui permettra aux étudiants de développer un peu dans ce domaine d'activité. Et on aura un DCG, donc le diplôme comptabilité gestion, pour tous ceux qui souhaitent aussi encore développer leurs compétences en matière de comptabilité et de gestion. Alors, une dernière chose, Stéphane. Les étudiants qui viennent à l'ASFO, ils ont la possibilité d'aller en alternance. L'ASFO propose de l'alternance. Donc, on a un service qui est le service relations entreprises qui les accompagne dans la recherche d'une entreprise. On met en place des ateliers de développement personnel, d'aide à la rédaction au CV, de préparation aux entretiens. Donc, on met en place un certain nombre d'éléments pour accompagner le jeune de son début de parcours jusqu'à la fin de son parcours chez nous. On peut dire qu'on est étudiant full ASFO. Full ASFO, voilà. Merci en tout cas. Merci à toi, Danick. Et rendez-vous donc le 16, c'est bien ça, hein? C'est ça, c'est le 16 mars. Donc, le 16 mars, à voilà, samedi 16 mars, de 9h à 14h. À 14h, à l'ASFO, c'est nos portes ouvertes. Alors, on va parler maintenant de le fruit à pain, puisque depuis l'année dernière, avec l'association de Lamentin, qu'on connaît déjà, on les salue. On parle régulièrement de fruits à pain. Aujourd'hui, c'est avec monsieur et madame Bapom. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous dire sur la transformation du fruit à pain? Qui commence, monsieur ou madame? Bon, je vais commencer. Oui. De nouveau, je ne sais pas ce qui est d'ancien, mais ce qu'on veut dire de façon actuelle, c'est que, en fait, la santé, ça commence par les aliments. Et les aliments ici pullulent en Guadeloupe, notamment la saison des fruits à pain. Il y en a à revendre, il y en a une quantité. On m'a dit qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez? Oui. Non, mais ça, c'est pour le moment, il y a de quoi faire en tout cas. Oui. Si on commence déjà à récolter ce qu'il y a, ce serait déjà bien. C'est quoi la saison de fruits à pain? C'est quelle période exactement? Bon, il faut compter 2 grosses saisons de fruits à pain, on va dire à peu près en... Alors, je dirais septembre, octobre, novembre, par là. On est quoi? On est en février, mars? Oui. Après, ça dépend des régions. On a fait une saison là ou bien... Non, là, on n'est pas dans la saison de fruits à pain. Ça va recommencer a priori vers le mois de mai. 2 grosses saisons. Maintenant, on peut toujours trouver des fruits à pain. Pour ceux qui sont dans le domaine, hein, qui cherchent, tout ça, on trouve toujours des fruits à pain. Il y a des arbres qui portent de façon sporadique chez les uns et les autres, quoi. Parce que la nouvelle voie dit qu'il faut développer la culture fruit à pain. Mais forcément. La FAO, une succursale de l'ONU, parle de le fruit à pain comme symbole contre la lutte contre la faim dans le monde. Oui. Donc
c'est sans gluten, donc ça répond à des besoins sanitaires d'urgence, puisque beaucoup de gens ne le savent même pas, ils sont intolérants au gluten. Et c'est normal d'être intolérant au gluten parce que c'est Mme Bapom qui me dira mieux que moi, concernant le gluten. D'ailleurs, je peux te laisser la... Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un problème, un vrai problème de société. On voit de plus en plus se développer des produits sans gluten. Partout dans nos affiches, on voit des affiches disant 100% sans gluten, etc. Et nous, en Guadeloupe, on a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et le fruit à pain, c'est ce symbole-là, du pain pour demain. Et donc, du coup, sans gluten, sans additifs, sans rien, ça pousse tout seul, ça pousse rapidement. Et c'est vraiment une vraie réponse à cette question de problème de santé, premièrement. Et ensuite, j'ai envie de dire de famine, de nourriture, parce que c'est vraiment notre pain. Il y a une question qui se pose quand même. Bon, alors, il y a le fruit à pain à l'état brut, et de plus en plus, il y a des sous-produits du fruit à pain. Ouais. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de transformation de fruit à pain en farine? Suffisamment, non. C'est pas évident, il faut de la machinerie. Moi, je suis dans le domaine depuis 2007, j'ai commencé à chercher à faire de la farine de fruits à pain. Oui. Et pour répondre à des grandes quantités, il faut du matériel. Le nerf de la guerre, donc il faut des sous, il faut des finances, il faut du matériel. Nous, on est une association, donc on est aussi, on est toujours réceptif aux dons, mais il n'y a jamais assez de demandes. Moi, hier, il y a 2 jours, quelqu'un m'a demandé, c'était une 50aine de kilos de fruits à pain. Il faut pouvoir répondre. Et surtout, il y a la population qui, de plus en plus, recherche de la farine de fruits à pain. Alors, nous, c'est vrai qu'on produit, mais aussi on fait des ateliers, ce qui est très important. Déjà, à commencer dans les écoles pour sensibiliser les enfants à leur terroir, parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, qu'à acheter, manger, alors que fruits à pain qu'à gaspiller en pied en nous. C'est vraiment... Certains qui gaspillé, quoi, là. Si, on y puis fruits à pain. Combien, vous savez, je dis souvent aux enfants, à peu près combien de fruits à pain portent une saison. Une saison, il y a 2 saisons. Une centaine à 150. 150. Un seul arbre. Un seul arbre. Oui. D'accord? Pour le plus gros. Il peut y en avoir les 50 au bas mot pour les plus rares. Mais un fruit à pain de 1 kilo, c'est à peu près 300 grammes de farine. Donc pour un fruit à pain, c'est 300 grammes de farine. Pour un kilo. Pour un fruit à pain de 1 kilo. Oui. À Bemao, il y a des gros fruits à pain, ça fait 2 kilos, on est déjà à 600 grammes. Mais là, on est déjà pour un arbre qui a porté une fois 100 fruits à pain à 30 kilos de farine de fruits à pain. Donc, pour aller faire même de la farine de fruits à pain, il faut se lever tôt. Donc, fruits à pain qu'à gaspiller. Et donc, Nouvelle Voie, quand ils disent de produire, c'est important parce qu'on parle de famine. Je pense qu'on est tous au courant. Il y a des famines qui sont organisées, il y a des famines qui se préparent. Nous, on est une île, on reste une île, donc il faut nous porter manœuvre. Ça, c'est important, c'est vraiment important. Alors, traditionnellement, on connaissait le fruit à pain comme on le mangeait traditionnellement, mais maintenant, depuis Nouvelle Voie, depuis plusieurs années maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui sont produites, qui sont faites à partir du fruit à pain. Ah oui, on fabrique toutes nos pâtisseries maintenant, nos bokits, nos gâteaux, notre pain, la crème, nous, c'est vraiment notre spécialité, la crêpe de fruits à pain. La crème de fruits à pain? Oui, avec du fruit à pain mûr, même sans farine. Donc, on va même parler de jus de fruits à pain. Jus de fruits à pain, de feuilles de fruits à pain. Mais comment on fait le jus de fruits à pain? Avec la feuille de fruits à pain, tout simplement. L'eau. Simplement. Oui. Et un sucrant. Et voilà, et un sucrant si besoin pour avoir le petit côté un peu doux. Mais il est possible de faire plein de choses avec le fruit à pain. Vraiment. Et nous, pour revenir aux ateliers, on apprend aussi aux gens à faire leur propre farine de fruits à pain. Alors, comment s'organisent les ateliers? C'est à la demande? À la demande, les écoles qui sont intéressées, parce que c'est un aspect pédagogique. C'est dommage, envoyer en son, un audio, c'est plus pédagogique avec les sons. Je ne sais pas si vous pourrez le passer. Et sinon aussi, des associations, des personnes lambda qui veulent apprendre à faire la farine de fruits à pain, ils nous appellent. Et nous, on organise ça très, très souvent, très régulièrement. On revient de la Martinique aussi. On va l'écouter. Voilà. Et on organise ça pour que chacun puisse, ceux qui ont des arbres à pain chez eux, fassent leur farine. Et leur crêpe de fruits, et etc. Un peu plus fort, qu'est-ce qu'on n'entendait pas? Le son? C'est bien parti. Fruits à pain, fruits à pain, fruits à pain, fruits à pain, fruits à point, fruits à point, oh fruits ou pain, fruits ou pain, fruits à pain, fruits à pain, pas laisser pédailler, pas laisser pédailler, nous qui fait plein bitin, nous qui fait plein bitin, pas laisser pédailler.
Club Fouillapin, c'est ça? Ah, bah, alors, aux jeunes Guadeloupéens qui vous écoutent, parce que on le sait, pendant longtemps, le Fouillapin était un peu méprisé, était un peu mis à l'écart. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, aux jeunes, ou même aux moins jeunes, qui ne mangent plus de Fouillapin? C'était, comme disait souvent, Fouillapin, c'est peut-être un cochon, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? À dire au bitin, cochon, il a mangé mieux que nous. Moi, pas laisser cochon manger mieux que moi. D'accord, cochon, il y taille. D'ailleurs, il est là pour ça, à nettoyer tous les déchets. Moi, les Fouillapins, ah non, appelez ces bas cochons là. Mais il y a du travail. Je veux dire aux jeunes, il y a du travail. On nous fait croire souvent qu'il n'y a pas de travail en Guadeloupe. C'est faux. S'il y a bien un endroit où il y a du travail, c'est dans les îles. Caraïbes, Guadeloupe. Au niveau de la grande transformation. Au niveau de la grande transformation, il y a c'est un marché énorme. Marché énorme. Oui. Vous savez, on parle du Fouillapin. Bon, là, c'est l'instance du Fouillapin. Et Mangola, et Cocola, et Malacca. Enfin, il y a des choses à faire. Oui. Et ça, c'est notre nourriture. Parce que on peut parler matin, midi et soir. Si on n'est pas en santé, la santé, c'est ce qu'il y a de plus cher. Oui. Donc, et ça se construit. C'est à nous de construire notre santé. Je vous pose une question. Dans une semaine, combien de fois vous mangez du Fouillapin? À part du Fouillapin. Hein? Non, pas dire, c'est un nom, mais dans une semaine, combien de fois vous mangez? Non, bon, je mange. Ça dépend de la saison. Quand c'est la saison, c'est vrai qu'on articule, on fait des frites de Fouillapin. Crêpes ce matin, on a mangé des crêpes de Fouillapin. Vous avez fait le chaud d'eau de Fouillapin? Oui, chaud d'eau de Fouillapin. On a déjà goûté le chaud d'eau de Fouillapin. Oui. Monette et... Oui, effectivement. Très bon. Excellent. Ah oui, avec du Fouillapin mûr, c'est vraiment excellent. Bon. Mais on le transforme plus qu'on le mange. Hein. On ne peut pas manger un qui ça non plus. Oui. Non, on n'a pas dit qu'il faut le manger un qui ça. Nous, on est de butin dans le pays là. Ouais. Bon, en tout cas, nous quoi dit ça souvent. Pour Nouvelle Voie, c'était un bon chemin pour le Fouillapin et que Guadeloupéens commencent à prendre conscience de ça, puisque au marché, il commence à venir cher, le Fouillapin. Oui, ça, c'est pas... Mais c'est normal. Ok, en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Mon dernier focus là, c'est Madame Landreau, présidente de l'association Focus Plus. Tout à fait. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est Focus Plus? Focus Plus, c'est une association qui a à peine 2 ans et qui a pour vocation de reconnecter les gens avec eux-mêmes dans un environnement caribéen avant tout. Avant d'aller beaucoup plus loin, on reste sur la Guadeloupe et sur la Caraïbe. Donc on fait des activités par enfant, on fait des activités souvent en plein air pour que les gens redécouvrent qui ils sont et redécouvrent leur environnement. Oui. Et il y a quelque chose qui est prévu ces jours-ci? Tout à fait. Donc on a une activité par trimestre, une activité phare par trimestre. Et le premier trimestre, ça tombe pour le 8 mars, le jour de la journée des droits de la femme. Donc on prépare... C'est le 8. Exactement, ce vendredi. Donc on prépare une activité culturelle, un apéro. Pour les femmes ou bien pour tout le monde? C'est pour tout le monde. On a souvent cette remarque. C'est ouvert à tous. Non, tout, complètement. On se posait la question justement. Ça s'appelle le Kaleidoscope of the Caribbean Woman. Donc on a réfléchi à ce que c'est que d'être une femme caribéenne et on a eu Gisèle Pineau qui a choisi d'être la marraine de la manifestation. Donc ça a lieu de 19h30 à minuit dans une villa à Boisvin, à proximité de l'école de Boisvin à Bim. Donc l'idée c'est de prendre son ticket en pré-vente sur un site qui s'appelle access.fr. Et c'est un soir où on va, donc une soirée, où on va discuter entre autres de Fouillapin, puisqu'on a des tapas. On va parler de Fouillapin aussi. Exact, puisqu'on a des tapas à base de Fouillapin, puisqu'il y a un arbouille à proximité, donc on va profiter pour l'utiliser. On va faire des tapas locales qui sont inclus dans le tarif de 25 €. On a un verre d'accueil. Quand on arrive, on est accueilli avec un verre alcoolisé ou non alcoolisé, des produits locaux majoritairement. Et on a différentes personnalités de Guadeloupe qui ont répondu à différentes questions en lien avec la femme, des thématiques sous-jacentes. Donc, ils ont eu le challenge de répondre en 1 minute ou 1 minute 30 maximum sur la femme et l'art, la femme dans le milieu professionnel, la femme caribéenne et ses rapports à l'homme, la femme caribéenne et ses rapports avec sa propre mère, la femme caribéenne et le physique, la femme caribéenne et l'alimentation, la femme caribéenne et l'Afrique. Donc, on a différentes personnalités, hommes, femmes, de Guadeloupe et de plus loin que la Guadeloupe qui vont répondre à ces questions-là et qui vont permettre d'alimenter le débat en présence de la marraine Gisèle Pineau. Oui. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 19h30 et ça s'arrête à minuit. À minuit? À minuit, oui. En fait, on sera reçu dans un jardin. Oui. Donc, on sera dans un jardin qui est bien achalandé. Oui. Déjà, dans le bar, au milieu du bar, il y a un cocotier qui est planté. Donc, on est très connecté à notre environnement caribéen. Oui. Le constructeur a décidé de laisser le cocotier à sa place et nous, on a trouvé que c'était une superbe idée. Donc, on va exploiter tout ce qui nous est donné de faire.
Et ensuite, on a les tapas qui seront disponibles toute la nuit et qui sont inclus dans les tapas au fruits à pain. Fruits à pain, feuilles à patates, carottes, concombres, piment végétarien. C'est qui est là. D'accord. Tout à fait local, ouais. Donc l'idée aussi, c'est qu'on a un sculpteur et un peintre qui ont produit des œuvres que pour la circonstance. Et les personnes qui le souhaitent pourront les acheter, soit le soir même, soit par la suite. C'est vraiment connecté et centré sur ce qu'on voit, comment on explore la caribéanité de la femme et la femme caribéenne. Kaléidoscope, d'accord, à Boisvin-Abim. Exactement. On a pris mot. On peut encore... oui, c'est sous accès, c'est ça? C'est ça, ou alors au 06 90 24 41 58. C'est tout cette dame. Merci, Madame Landreau. Ben, c'est moi, merci d'être venu. Merci à tous. Il est 13h24, deuxième dernière pause. On se retrouve pour la dernière partie avec Madame Thioulopin et Madame Alidor dans un instant. Merci d'être venu. Merci. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News d'aujourd'hui. On va recevoir dans un instant José Thioulopin, comédienne. Bonjour. Absolument. Bonjour. Et Madame Monette Alidor, je vais dire tout son nom, Juliana Monterrag Alidor, écrivain, président de l'association Africa Femmes Performantes de Guadeloupe. Bonjour, Monsieur Zandronis. Oui. J'ai dit bonjour, Monsieur Zandronis. Oui, mais bonjour. Non, mais je disais, parce que l'autre jour, je dis, ouais, on ne dit pas Juliana. Mais bien sûr, tu as dit Juliana. Non, j'ai dit Juliana. Voilà, maintenant Juliana. Tu l'as bien dit. Africa Femmes Performantes de Guadeloupe, il y a une grosse manifestation, le 6e congrès des femmes entrepreneurs. Oui. Avant, on fait un petit tour de l'actualité. L'association à Trois-Rivières, on se bat, il y a des associations qui se battent contre des addictions, parce que de plus en plus, vous savez ça, il y a des jeunes qui fument, etc., qui boivent beaucoup. C'est pas particulier à Trois-Rivières, mais à Trois-Rivières, il y a une asso qui s'est mise en branle pour ça. On regarde ce reportage de Olivier Félix. C'est parti. Nous, collectivité de Trois-Rivières, nous sommes sur le territoire et nous avons été élus pour nous mettre au service de la population. Quand nous savons que nous avons une bonne frange de la population qui est jeune et quand nous connaissons tous les dangers, l'oisiveté, bien forcément, l'appel à projet de l'ARS nous a interpellés. Et par le biais du CECAS, certaines associations ont répondu à l'appel à projet qui portait donc sur la pratique sportive des jeunes et pour le développement donc de notre jeunesse tout simplement. Il était question de sensibiliser les acteurs associatifs sur la question de l'addictologie et pourquoi pas par la pratique sportive. Le sport, nous le savons, est vecteur de valeurs, est vecteur d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Et donc, nous avons collaboré avec ces associations. Toutes les associations qui répondaient à ces critères, donc accueillir des licenciés mineurs, et qui ont surtout ce sens de l'engagement à prendre part à ce projet d'addiction, se sont rapprochés du Centre communal d'action sociale de la ville de Trois-Rivières. Et aujourd'hui, nous signons ces conventions. Au-delà de la signature de ces conventions, c'est surtout un engagement fort pour nous permettre de continuer à accompagner nos jeunes, puisque les encadrants, les dirigeants des clubs seront sensibilisés à repérer les conduites addictives, à avoir les réponses appropriées, à avoir le positionnement pour nous permettre de parler de ces questions avec ces jeunes. L'association est très impliquée dans l'émergence de notre jeunesse à Trois-Rivières, mais pas seulement, puisque nous accueillons des jeunes de toute la Guadeloupe au sein de l'association. C'est la concrétisation du travail qui est mis en place au sein de l'association depuis maintenant presque 10 ans. Nous, on est dans un milieu sportif, donc nous pensons plus à cette addiction. On essaie le plus possible de repousser et de donner donc de bonnes bases à nos jeunes et surtout aux petites qui arrivent pour devenir des sportifs. C'est vrai qu'il y a l'alcool, c'est vrai qu'il y a le tabac, mais nous en parlons, mais un peu moins. Nous parlons aussi beaucoup de l'addiction du téléphone. Donc, lorsqu'on va en compétition, nous avons un groupe avec les parents et la première chose que nous mettons sur ce groupe, téléphone interdit. Donc, déjà, on essaie de véhiculer ce message pour éviter que les enfants, nous sommes en compétition, vous devez
applaudir, vous devez soutenir vos camarades qui sont sur le praticable. Donc, il faut les regarder, il faut voir ce qu'elles font et non être dans le téléphone en train de jouer. Donc, c'est pour cette raison que nous essayons aussi de faire baisser cette addiction. Alors, au début, c'est les addictions, c'est bon, on connaît. Les partenariats qu'on a avec l'ensemble des institutions qui nous ont été proposées par la mairie le font de façon ludique, interactive et intéresse particulièrement nos jeunes adolescents. Voilà, et c'est pas une addiction, mais ça a été un poison qui a touché nos populations depuis plus de dizaines d'années. Il y a eu donc l'autre jour un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale française contre le chlordécone et la reconnaissance de l'État. Éric Khalifa était sur place, il tient à s'exprimer sur cette question parce qu'il y a une petite polémique, on écoute. Et disons, c'est une très bonne nouvelle pour les populations de Martinique et de Guadeloupe, particulièrement les travailleurs du secteur agricole et l'ensemble de la population, car comme vous le savez, c'est bien l'ensemble de la population qui est contaminée et nous ne sommes pas les seuls à le dire, c'est Santé publique France qui le dit, 92-95% des Martiniquais, des Guadeloupéens portent, disons, cette molécule dans leur sang. Donc il fallait qu'on réagisse et on le fait après, disons, un travail mené par d'autres députés avant nous. Bien sûr, on peut compter parmi ceux-là le député Beaujean, Madame Vainqueur, député Lurel et aussi Serge Nchimi qui avait conduit la commission d'enquête qui avait été demandée par le groupe socialiste. Et comme vous le constatez, c'est encore le groupe socialiste qui a eu cette initiative dans cette niche parlementaire de mercredi ou de jeudi dernier. Beaucoup de députés ont voté cette proposition. Eh bien voilà, on peut se concentrer sur le vote et regarder uniquement le vote. Mais il faut savoir que ce fut un travail que nous avons mené avec nos collaborateurs, avec l'administratrice aussi qui a fourni un travail, disons, impressionnant. Mais aussi, il a fallu discuter avec le gouvernement, avec Madame la ministre et avec les autres parlementaires des autres groupes pour arracher, disons, ce vote-là. Un vote où il y a eu des abstentions et des votes pour. Mais disons, c'est un travail parlementaire qui n'est pas toujours facile parce que faire reconnaître la responsabilité de l'État, c'est pas toujours évident et qu'un groupe parlementaire le porte, c'est encore plus compliqué. Qu'un groupe parlementaire de l'opposition l'emmène, c'est encore plus compliqué. Mais je crois que encore une fois, nous avons eu à sensibiliser l'ensemble des parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur la nécessité qu'il y avait de donner un signe aux populations de la Guadeloupe et de la Martinique, et surtout de comprendre que pour nous, il ne s'agit pas de chercher la responsabilité telle ou telle, ni de la droite ni de la gauche, mais savoir quand même à un certain moment, et plusieurs fois quand même, des gouvernements ont autorisé un produit qui s'avère nocif, parce que les Américains l'avaient étiqueté en tant que tel depuis tantôt, avaient sonné l'alerte, et finalement, sur nos territoires, on avait continué à vendre, à autoriser ces produits-là, ce chlordécone sur les marchés, disons au mépris des commissions qui devaient donner leur aval, leur validation. Voilà, on va parler théâtre maintenant, puisque José est avec nous, elle est comédienne. C'est pas Manger pour là, c'est la comédienne. Et il y a une pièce qu'on va encore revoir. Oui, absolument. Samedi 9 mars au Palais de la Culture, Félix Proto aux Abîmes. Et les experts Pointe-à-Pitre reviennent pour la deuxième fois. Oui. Alors c'est quoi cette histoire, les experts de quoi? Experts, alors, des experts... On va tout dire, mais enfin... Voilà, des experts, alors c'est la pièce, en fait, la narration de la pièce va nous emmener à travers les méandres d'une enquête policière. Oui. Donc, les experts d'une enquête policière, il y a une enquête et il y a des experts. Donc, en gros, l'enquête se passe sur une ancienne habitation. Et toute la pièce de théâtre va se dérouler sur cette habitation au travers d'une enquête policière. C'est une comédie, c'est une pièce où on va rire, on va réfléchir, mais c'est surtout une pièce où on va rire, une comédie. Donc, quel est ton rôle dans la pièce? Alors, justement, j'y venais. Six comédiens en scène. Donc, une pièce écrite par Arthur Apatou et Rénal Sarr. 6 comédiens en pièce, 6 personnages truculents, hauts en couleur, pimentés.
et 2 experts. Donc, Rénal, c'est un expert avec des méthodes particulières. Un patron du chantier, donc c'est lui qui est maître d'œuvre du chantier, et sa femme, qui est elle aussi, ma foi, patronne par alliance. Un chef de travaux. Et moi, j'ai le rôle de la religieuse, celle qui appartient à cette habitation. Et une habitation qu'elle tient à réhabiliter, parce qu'elle est en ruine, à réhabiliter. Et c'est pour ça que sur ce chantier, c'est un chantier où on va trouver un chef de travaux, un patron et des experts, parce que une enquête doit se mener sur ce chantier. Donc ce chantier qui devient en fait une scène d'expertise. Alors pourquoi on dit après New York, Las Vegas et Miami? Alors vous connaissez le film, il y a les experts Las Vegas, les experts New York. Alors après New York, Las Vegas et Miami, on a les experts Pointe-à-Pitre qui ont des méthodes, ma foi, très spéciales que même les experts de Miami leur environt très certainement. Donc je dis, venez ce samedi 9 à 20h au Palais de la Culture Félix Proto, un voyage, un moment de détente, une scène où vous allez vous installer, on va vous masser, on va vous faire rire, on va activer les zygomatiques et en tout cas, venez soutenir les comédiens, même s'ils sont amateurs, venez soutenir la création. Parce que pour qu'il y ait création, il faut qu'on ait envie de montrer. Et pour avoir envie de montrer, il faut qu'il y ait du public. Donc nous sommes l'un et l'autre liés. En tout cas, venez soutenir la création et les comédiens amateurs. Voilà, merci José, qu'on viendra vous voir. Juste une information importante. Oui, les tickets sont encore en vente sur All-Mall, à une station totale de la Jaille. Et puis, pour Témoigneuf, ces tickets-là qui a fini vite. À l'école de Dans la Montagne, nous n'avons plus de tickets, donc ce n'est pas la peine de venir. Et puis, derrière Cabredo Salle, en tout cas, si ils n'ont pas là samedi, moun qui fait gérer les autres. Par contre, c'est les autres pourris. Par contre, s'il y a les autres pour dormir. À samedi. Ok, José, à samedi. Alors, je reçois Juliana. Bonjour. Bonjour. Mon état leader pour les écrivains. Alors, il faut nous dire 2 petits mots quand même sur Africa Femmes Performantes. Qu'est-ce que c'est exactement cette association? Oui, alors, Africa Femmes Performantes, c'est une association qui a été créée en 2007 par Patricia Sequet à Paris. C'est là qu'elle vivait en ce moment, elle finissait ses études. Et donc, chaque année de la journée de la femme, elle organise un grand congrès autour de cette association. Et cette association a été mise en place par elle pour aider les femmes africaines à aller vers le commerce américain. Donc, les femmes américaines, ce sont des personnes qui produisent beaucoup de belles choses, mais qui ont un petit souci au niveau de l'empaquetage. Et donc, elle les a beaucoup accompagnées dans ce domaine-là et aussi dans le domaine de la détermination des prix, parce qu'en Amérique, ils sont ils ont des codes très précis, je dirais très stricts. Voilà. Et donc, ça a porté ses fruits. Oui. Et elle a maintenant monté un trade center dans le Maryland où elle reçoit les échantillons des produits des Africaines. Et maintenant, ça a tendance à se développer un peu dans toute l'Afrique. Au départ, elle a commencé avec quelques pays. Et là, maintenant, elle reçoit ces produits et où elle reçoit la visite des grands commerçants américains qui viennent choisir leurs produits et passer commande. Et donc, Africa Femmes Performantes Guadeloupe, maintenant, eh bien, prend le relais, et pas le relais, mais prend le départ avec AFP pour pouvoir encadrer nos femmes entrepreneurs et pour pouvoir les accompagner, je dirais, dans cette mouvance-là vers le commerce américain. D'accord. Alors, les femmes entrepreneurs, toutes elles sont conviées. Comment ça s'organise exactement? Oui, alors donc le 8 mars, et de 9h30, vendredi, de 9h30 à 13h30, nous recevons les femmes entrepreneurs volontaires, celles qui se sont inscrites à cette rencontre-là et qui ont au départ fait une petite vidéo pour pouvoir expliquer ce qu'elles produisent, comment elles sont arrivées à produire et comment elles s'y prennent. Et donc, nous allons les recevoir pour pouvoir leur présenter cette association qu'elles ne connaissent pas encore bien. Et puis, pour pouvoir leur faire l'historique de AFPG, comment on est arrivé à AFPG,
Et ensuite, pour leur donner la parole, hein, ça sera justement un moment de discussion entre les femmes entrepreneurs et les personnes qui constituent le bureau de l'AFPG. Alors, il faut être femme entrepreneur pour être membre de l'AFPG? Ah non, puisque, par exemple, au sein du bureau, il y a une seule femme entrepreneur. D'accord. Donc, non, il y a des gens qui sont là pour donner, hein, pour travailler bénévolement et pour pouvoir... participer. Cette manifestation se fait au World Trade Center, c'est ça? Au World Trade Center, oui. Le vendredi 8 mars, de 9h30 à 13h30. Alors, qu'est-ce qu'il y aura exactement? Alors, qu'est-ce qu'il y aura exactement? Bien, ces femmes vont arriver, elles seront installées, on va leur présenter. Il y aura toute une... comment dire ça? Oui, une manifestation, effectivement, pour pouvoir leur expliquer les objectifs de AFPG, ce que AFPG peut leur apporter. Et ensuite, comme j'ai dit, hein, on va présenter leurs vidéos, les vidéos que ces personnes ont faites. Et tout le monde, chacun va découvrir, l'un va découvrir l'autre, effectivement, puisqu'elles ne se connaissent pas nécessairement. Parce que l'objectif précis de cette association, c'est d'amener ces femmes à travailler en réseautage et de mettre en place la coopération. Donc, depuis là, justement, elles vont se découvrir, elles vont se dire, bon, ben voilà, elle fait comme moi, elle ne fait pas comme moi, et ceci, cela. Donc, ces personnes-là vont se découvrir. Alors, au départ, Monette, vous avez dit que les femmes africaines voulaient s'installer un petit peu aux États-Unis et commencer à commercer. Installer leur commerce. Ah bien oui, ça fonctionne, puisque ces femmes envoient leurs échantillons, justement, régulièrement à Patricia Seke, qui reçoit ces échantillons dans son trade center. Et là, les échantillons sont placés en rayonnage et les commerçants américains viennent visiter le trade center. Et ils choisissent les produits qui leur plaisent et ils passent commande. Ils passent commande et donc ces personnes, justement, ce qu'il y a, elles doivent apprendre à produire en quantité suffisante pour répondre à l'appel de ces commerçants américains. Alors, une femme guadeloupéenne qui viendra à la FPJ maintenant, qui produit quelque chose, comment elle va pouvoir commercialiser grâce à ça? Eh bien, donc, déjà, il y aura un moment de formation, et cette formation commencera depuis le congrès. D'accord. Alors, le congrès, justement, va recevoir une délégation qui est constituée de personnes du monde. Hein. Il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Américains, il y a des Canadiens, des Français. Enfin, c'est vraiment le monde. Le monde, donc, on attend une délégation de 200 personnes à peu près. Oui. Et donc... Et donc, il y a aussi des personnes, des formateurs de Miami, parce que ce qu'il y a de particulier dans cette association, c'est que les produits, les échantillons que nos femmes guadeloupéennes vont mettre en place partiront directement vers Miami. Il n'y aura pas d'escale en France ou ailleurs. Donc, ça arrivera directement en Amérique. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est une porte ou une fenêtre qui s'ouvre? C'est une porte, moi je dis c'est une grande porte qui s'ouvre. Donc, c'est à celui de voir justement que c'est le moment pour entrer dans cette porte-là. Il ne faut pas hésiter. Bon, nous avons l'habitude beaucoup d'hésiter chez nous, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut y aller. Il faut y aller. Donc, rendez-vous vendredi? Rendez-vous vendredi pour cette rencontre avec les femmes, pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on peut faire avec elles, pas pour elles. Et puis, un grand rendez-vous les 23, 24, 25 mai pour le congrès international qui va se dérouler au WTC. D'accord. Voilà. Et le soir même, il y a une autre manifestation au WTC aussi, avec votre amie, Madame... Edith... le soir du 8 mars. Oui, le 8 voilà, mars, donc il ne faut pas confondre les deux. Non, pas les deux. Non, le soir, j'ai bien dit le soir. Oui, parce que nous, c'est le matin. Le matin, nous rencontrons les femmes entrepreneurs de la Guadeloupe. Oui. Et elles, maintenant, comme d'habitude, chaque 8 mars, enfin chaque journée de la femme, le soir, elle fait la nuitée des femmes entrepreneurs. La nuitée des femmes. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses. Les femmes sont à l'honneur, en fait. Ah ben oui, mais il y a un jour pour ça.
Oui. Et c'est là, cette année, c'est le seul jour. Eh bien, malheureusement. C'est un jour où on va s'arrêter. Oui. C'est le jour où on va faire une photo. Oui. Mais tous les autres jours, les femmes prennent le pouvoir, prennent l'honneur. Mais voilà, elle dit bien, prennent le pouvoir. Et c'est ça le problème. Les femmes sont en marche là maintenant. Ah, pour ça, donc, ça c'est clair. Quand les femmes commencent à marcher, c'est un petit peu difficile de les arrêter. Oui. Mais je dis ça souvent ici. Dans une semaine, je reçois plus de femmes qui proposent des choses que d'hommes. Oui, jamais compris pourquoi. Mais les femmes, pourtant, on lance des invitations à tout le monde. Oui. Mais c'est madame toujours, tout à l'heure, j'ai reçu ce matin, madame Kewil, qui est réalisatrice, madame Lampuni, qui est maquilleuse, madame Bapom, qui est agro-transformatrice, Frédéric Landreau, madame qui est présidente de l'association Focus, José Turlepin, Monita Lidor, Julienia, au pouvoir. Là. Mais quand les femmes commencent quelque chose, elles y vont à fond. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Bravo. Ça, ne lâche pas. Hein. Ça a toujours été un petit peu la nature des femmes. Oui. C'est gérer un foyer, gérer une famille, gérer plusieurs vies à la fois. Même pas plusieurs choses, moi je dis plusieurs vies à la fois. Je suis maman, je suis grand-mère, j'ai un foyer, j'ai une maison, j'ai un métier, je suis danseuse, je suis chroniqueuse, je suis comédienne. Et toutes ces vies, il faut les gérer et les réussir. Oui, c'est le propre de la femme. Les hommes, c'est pas donné aux hommes. Apparemment. Un dernier mot quand même, Monette, le prochain roman, c'est pour quand? Alors, le prochain roman, c'est pour bientôt. Là, je vais l'envoyer. Je suis en train de terminer la correction. Tu vois, voilà, je fais plein de choses à la fois. Comment il s'appelle ce prochain roman? Un titre quand même, le titre? Le titre, c'est « Et la lumière jaillit ». D'accord. Bon. Et donc, je l'envoie là maintenant en maison d'édition. Oui. Donc, d'ici que avant la rentrée, on l'aura? Ben, oui, je pense que c'est un roman qui sera prêt pour le congrès. Pour le congrès? Le congrès, c'est quand? Le mois de mai. Le mois de mai? Ah, d'accord. Tu es aussi dans la FGP? Non, mais elle a entendu. Encore, je viens d'entendre. Les femmes font plein de choses à la fois. Je suis attentive. Bon, voilà. Bien, c'était le dernier mot, le proverbe du jour, et on va terminer là-dessus. Petit H. Alors, petit H, Kafan, gros pied bois. Vous savez ça? Petit H, Kafan, gros pied bois. Il ne faut pas se fier aux apparences. Absolument. Petit H, Kafan, bien pour moi. La preuve, gagne madame. Oui, bien sûr. Madame peut voir tout petit, bien. Et quand même, voilà. C'est le dernier mot d'aujourd'hui pour ce ZCL. Je rappelle que je le disais tout à l'heure qu'on a reçu ce matin, ce midi, Victoria Kewil, réalisatrice de la série La Bataille des Saveurs. Elle nous a expliqué comment ça s'est passé. On a reçu Émile Lapulie, qui est la gagnante, et aussi qui est une maquilleuse, une influenceuse. Après, Christophe Bapom et Madame Bapom sont venus ensemble pour parler de l'instant fruit à pain et de tout ce qu'on peut faire avec le fruit à pain. Et je rappelle que justement, Frédéric Landreau, qui était notre invité aussi, nous a dit qu'il y aura des tapas de fruits à pain pour l'association Focus qui fait une manifestation ce week-end. José nous a parlé des experts qui seront au théâtre à l'espace culturel de Félix Photo, samedi 9. Et bien sûr, avec Monette Lidor, président de l'association Africa Femmes Performantes, avant le congrès, première manifestation qui aura lieu ce journée du 8 mars au World Trade Center. Et on a reçu aussi un homme, un seul homme, alors 1, 2, 3, 4, 5, 7 madames, un homme. Ah bon? Stéphane Choureau, chargé de développement de communication pour la journée porte ouverte qui se fera à l'ASFO cette semaine. Voilà un petit peu ce qui a fait. Ce problème. Hein? Oui, oui. Alors pour l'actualité, on est quand même, on a vu tenez, les journées engagées pour promouvoir l'égalité du genre entre les hommes et les femmes, bien sûr. Oui. La pose de la première pierre du gazon Sporting Club gazon de tennis qui se met en place. Il y a eu un point de presse sur la situation de la campagne sucrière. Les choses ne sont pas encore tout à fait réglées parce qu'ils réclament 120 € fixes pour la tonne de canne. C'est pas encore gagné, mais enfin, il n'y a pas à laguer, comme on dit. On a fait un focus sur la lutte contre les addictions. Un appel au projet qui a été lancé à la commune de Trois-Rivières et on a vu des associations qui vont se battre contre ces addictions chez les jeunes. Au moins 2 associations ont répondu à cet appel au projet. Et puis nous sommes allés faire un petit tour à Paris avec Élie Califère après l'adoption à l'Assemblée nationale française de la responsabilité de l'État à indemniser
indemniser. On espère que ça va se concrétiser, les victimes du chlordécone. Et puis on a fait un petit focus aujourd'hui sur Sylviane Telcide. Sylviane Telcide, justement, qui est disparue l'année dernière. C'était le 5 mars 2013, l'année dernière. 2023. Oui, déjà une année. Et c'était vraiment une personne engagée dans la défense de la langue du créole. Il a écrit un paquet de livres, dictionnaires, pièces théâtre, même la Bible qu'elle a traduite en créole. Et c'est une personne qu'on ne peut pas oublier. Et l'école, le nouveau établissement qui a été créé à Cap-Esther, mais ça porte son nom. Et il faut vraiment glorifier Sylviane Telcide, que je connaissais d'ailleurs, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec elle à Cap-Esther. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, mesdames. Merci. Demain, c'est mi-carême. On a moitié à carême, là. Et après, il paraît qu'il ne faut pas manger viande en période de carême. C'est vrai, ça? Mais on ne peut pas manger viande ni en période de carême, ni en période de non-carême. On va manger. Donc, pas manger viande non. Donc, le problème ne se pose pas pour moi. D'accord, ok. Non, ou pas qu'à faire un bité qui est aimé. Donc, c'est en privation. Si madame n'a pas aimé manger viande, qu'elle n'a pas mangé viande, il pas de frais, on le fait de privation. Oui, non, il n'a pas privé, puisqu'il a déjà privé lui-même. Il a privé. Après, on peut aimer viande. En privé de viande. Donc, il peut manger en bitin qu'elle aimé. Non, pour ma santé. Oui, c'est un choix. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que, donc, on va manger un poisson. Oui. On va manger l'ambi quand même. Et l'ambi. Que fruits de mer. Donc, fruits de mer, on va manger fruits de mer. On va manger bon bitin. Monette, tu étais hier soir à la fête du Festival de la Poésie, non? À Sainte-Rose? Non. Non? Il y avait un festival de la Poésie. Oui, j'ai su ça. Ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est trop tard. Oui, j'ai su ça. Ok, bon, ben, on t'attend pour le congrès. Oui. Au mois de mai. Parce que pour le congrès, il y aura un salon du livre. Il y aura un salon du livre. Ah. Voilà. L'information du jour. Voilà. Merci. 13h54, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation avec Yann et le soutien de Jennifer, qui est en back office. On se retrouve vendredi.